Bonsoir François Civil. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Merci beaucoup. Ravi de vous accueillir ici. Ravi d'être ici. Ah, c'est vrai étrange, hein. Ouais. Je suis vraiment ravie parce que François Civil, on vous connaît sur grand écran depuis 15 ans, mais on vous connaît pas si bien que ça en vrai. Ah, peut-être que c'est fait Je crois que exprès, c'est hein. l'heure de passer aux aveux. Ouais, c'est ça, je vois qu'il y a plein de petites choses là. Effectivement, il y a plein de choses qui parlent de vous, qui parlent de vos passions. Il y a Ouais. des grosses choses aussi, il y a un piano à queue accessoirement. Il y a un piano, en effet, On verra ce qu'on en fait tout à l'heure, Ok, vous je nous vous suis, direz. hein. Mais vous fredonniez juste avant La de passer la fameuse porte. cheminée. Ah, je fredonne, ouais, c'est pour me Ouais. déstresser. C'est vrai Ouais. Vous êtes stressé? Non. Non, mais disons que déjà le dispositif est tout à fait particulier, hein. De ne pas vous voir, d'être seul. C'est-à-dire que limite, je pense qu'on oublie au bout d'un moment qu'on est filmé. Il ne faut pas se récurer le nez, faire des choses comme ça. Donc, il faut quand même garder une forme de concentration. Vous aurez presque préféré qu'on fasse de l'escalade ensemble et qu'on dialogue à ce moment-là? Ah bah ça, Ça, avec c'est grand un plaisir. format d'interview qui vous Mais plairait? sans être filmé ni enregistré, quoi. Une sorte de simple conversation, en fait, Ouais, c'est ça. dans la vie. Ah oui, parce que vous êtes un aventurier, évidemment, vous adorez l'escalade, on va en parler dans quelques instants. D'ailleurs, on a préparé des petites choses, là, oui, au bout de votre bras. Là, si vous faites 1 mètre encore devant Oh vous. waouh! Oh waouh! Un baudrier, une corde, je dirais, à vue de nez, 60 mètres, des dégaines accrochées. Ouais, matériel un peu le b.a.-ba. Vous pratiquez depuis quand? Et vous pratiquez encore avec tous les tournages que vous enchaînez? Ça fait 7-8 ans que je dirais que je suis tombé amoureux de cette discipline, parce que ça demande de la discipline. Et j'ai le temps, en fait, on fait quand même un métier intermittent, hein, c'est le terme. Donc parfois j'ai 3 tournages d'affilée, j'ai peu de temps pour grimper, et là ça fait quand même 5 ou 6 mois, je crois, que je n'ai pas tourné, donc j'ai eu le loisir d'aller grimper un peu plus, ouais. Et d'aller grimper où? Le plus touchy que vous avez fait, par exemple, ou le plus waouh? En fait, j'aime beaucoup la forêt de Fontainebleau, où il y a une discipline qui s'appelle le bloc. Je vais rentrer dans les détails, là, j'adore. Parce que ça va intéresser personne, mais voilà. Ça, j'ai envie de le grimper, par exemple, là. Ça, c'est une petite prise de doigt. Ouais, Fontainebleau, ça se tient. Mais donc, le bloc, c'est des murs de 3, 4, 5 mètres, où on met des matelas en dessous, où on n'a pas justement de baudrier, de cordes et de dégaines. Mais j'aime bien aller à Bioux aussi, dans le Luberon, par exemple, les Calanques, le Verdon. Le Verdon, on a quand même une paroi de 300 mètres, donc là, c'est une autre discipline qui s'appelle la Grande Voie, où on monte, ça peut durer toute la journée, avec un partenaire, on va de relais en relais sur 300 mètres. Et ça vous procure quoi de grimper? Il y a plein de choses. Déjà, je trouve que physiquement, la discipline est ultra exigeante. Donc en termes de musculaire, de gainage, de précision, de mouvement, beaucoup, je trouve ça super intéressant. Et ensuite, mentalement, c'est un rapport au risque, à la peur, et voilà, l'équilibre qui me touche beaucoup, ouais. Alors, est-ce que vous voulez vous installer sur le canapé, Oui. tout en regardant à gauche ou au comptoir? Tiens, je vous vois bien au comptoir prendre voyez bien votre au comptoir petit café noir. C'est ça le comptoir? Parce que vous êtes un vrai Parigot, 12e arrondissement, c'est ça? C'est là que vous avez grandi? Ouais, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, ouais. Vous êtes toujours un Parisien de cœur? Vous êtes toujours dans la ville? Ouais, j'ai pas beaucoup bougé, je reste dans l'Est parisien, c'est là que j'habite, et c'est là que j'ai mes habitudes. Le Dreux-Rollin, là où j'ai grandi, où sont encore beaucoup de mes amis que je connais depuis la crèche, pour certains, donc on a un rapport fort à la ville, ouais. Vous étiez comment, gamin? Évidemment, j'ai envie de vous poser la question, François Civil, parce qu'on a des parents enseignants, voilà, prof d'espagnol. Vous êtes quel gamin et vous avez ensuite quelle chambre d'ado? Pour qu'on essaie de vous déceler De davantage. situer un peu le garçon. Je pense que je suis un gamin assez hyperactif, où j'ai besoin de faire des choses, de me dépenser, de créer des trucs, plutôt qu'un gamin justement qui est à l'aise, vissé sur une chaise d'école, à écouter, à être assidu et concentré. Pour ça, l'école, ça a été pour moi un truc un peu difficile. Et ma chambre d'ado, c'est quand même beaucoup de graffiti. Je dirais beaucoup de gribouillage, où mes armoires étaient taguées, mon lit, mon machin. Donc en fait, c'était au grand désespoir de mes parents. C'était un capharnaüm. Alors la vie continue puisque vous filez au collège et vous découvrez le théâtre. Ouais, en effet, Et est-ce que c'est le choc? En tout cas, il y a une fille. Vous voulez l'impressionner, m'a-t-on dit? c'est vrai. Enfin, l'impressionner, en tout cas, non, je veux me rapprocher d'elle. Simplement, déjà. Bon, alors vous me Avant de direz si vouloir ça a impressionner. fonctionné ou pas. Ça n'a pas fonctionné, je Ça le n'a dis pas tout de suite. fonctionné. Ah ouais, on évacue ce traumatisme. Bon, en tout cas, il y a une vraie rencontre, c'est celle avec la scène, avec les textes.
Oui, et en même temps, en fait, c'est un truc qui s'est fait un peu, dans le temps. C'est que je faisais déjà un atelier théâtre au CP. Enfin, moi, j'en ai pas vraiment de souvenirs francs, mais c'est mes parents qui m'en ont parlé ensuite. Et je crois que la professeure était venue les voir en leur disant que déjà, il se passait quelque chose avec moi et que peut-être, si ça m'intéressait, il fallait que je poursuive là-dedans. Donc, il y avait quelque chose de peut-être un peu précoce à ce moment-là. Mais c'est pas encore une évidence, en tout cas pour vous. Non, mais pour être tout à fait honnête, encore aujourd'hui, c'est pas une évidence absolue, hein. C'est-à-dire que maintenant, je suis amoureux de mon métier, je le fais, voilà, j'ai un autre niveau d'exigence, ça fait partie de ma vie. En plus, depuis maintenant, je vais dire presque 20 ans, en fait, hein. J'ai commencé à 14 ans et ça fait 20 ans, tout simplement. Donc ouais, ça fait plus longtemps que je fais ce métier que je ne le fais pas, ce qui est quand même vertigineux, mais soit. Alors évidemment, on va y revenir, vos différentes passions. Et puis ce film qui est de votre actualité, ça s'appelle Pas de vague, actuellement en salle, réalisé par Teddy Lucie Modeste et coécrit avec Audrey Diwan. Vous y incarnez Julien, un professeur de lettres accusé à tort de harcèlement par une élève, qui tente de prouver son innocence, tandis que le risque d'embrasement dans le collège où il exerce est de plus en plus fort. Vous êtes d'une vérité saisissante dans ce personnage. C'est une histoire vraie. On va regarder la bande-annonce et on en discute juste après. Ok. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. Et les élèves entrent et sortent de la classe, entrent et sortent du collège. On n'a jamais le temps de leur parler. C'est pour ça que j'ai pris le risque de sortir du cadre. Et vous pensez que c'est à vous seul de le régler, ce problème? Il se comporte mal avec ma sœur. Vous trouvez ça normal? Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort. Mais qui va te protéger? Ton directeur? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone? Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse. Si tu mens, Leslie, Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. je te tue. Vous arrêtez les téléphones! Là, ça va trop loin. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi. Monsieur Keller, pas de vague. On va pas prendre le risque que ça monte dans les tours. Parce qu'on n'est pas déjà dans les tours, là? Pas de vague, film actuellement en salle, un film qui évoque un vrai sujet d'actualité, un sujet d'ailleurs brûlant, inspiré d'une histoire vraie, celle du réalisateur Teddy Lucie Modeste dans un collège d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. D'abord, comment ça s'est noué entre vous? Il vous a raconté son parcours, vous avez lu le scénario? Alors, on s'est rencontrés avec Teddy avant qu'il me propose le scénario. En effet, il m'a raconté l'histoire du film et son histoire aussi et comment il s'est décollé évidemment de ce qui lui est arrivé pour aller vers la fiction et pour porter, plutôt que ce soit un film anecdotique, pour porter une vraie réflexion sur le milieu scolaire. Et ensuite, j'ai lu le film et écoutez, j'ai trouvé que c'était déjà un très très bon film à l'écriture. Je dirais que c'est un peu la base avant d'accepter un projet et ensuite de se rendre compte que oui, le sujet, l'angle abordé, tout ça m'intéressait d'autant plus, quoi. Vous avez puisé dans vos souvenirs d'enfance, justement, avec des parents profs d'espagnol. Ils ramenaient, vous entendiez à la maison les problématiques qu'ils pouvaient avoir? Un petit peu. Après, c'est vrai que moi, de mon vivant, je dirais mes parents étaient déjà en université, donc c'est pas exactement la même chose et c'est même pas la même époque vraiment. Quand ils enseignaient en collège, je crois que les choses étaient très différentes. Donc forcément, au fil de conversations avec eux, il y a des petites choses qu'on décèle, notamment peut-être le lien entre ce qu'ils font, c'est-à-dire de préparer un cours, et mon père m'a toujours dit, quand on rentre en classe, c'est un peu comme un acteur qui rentre en scène avec voilà, des rebondissements qu'il a prévus dans son cours. Donc voilà, il y a une sorte de mise en abîme qui était sympathique avec laquelle jouer. Ils ont vu le film? Ils vous ont conseillé ou... Non, ils ont pas encore vu le film, mais de toute façon, pour ce qui est du personnage de Julien, il y a mes souvenirs d'élève évidemment, donc il y a des choses qui m'ont inspiré pour la silhouette, la gestuelle, des choses un peu
périphérique, je dirais, mais pour ce qui est de son intériorité et d'où il vient, c'est beaucoup de conversations en fait avec Teddy. Et ce que j'aime dans son film, c'est le niveau de densité qu'ont les personnages, et je parle de tous et de complexité. Évidemment, moi, c'est Julien que j'ai lu le scénario à travers ce prisme-là, et c'est vraiment le personnage principal du film. Mais je trouve que ce qui est beau dans son écriture, le film a été coécrit avec Audrey Diwan, qui l'a aidé à accoucher de ça et à se distancier aussi de son histoire pour faire écouter tous les personnages de ce film, et c'est ça qui est vraiment important. Je trouve qu'il donne de la complexité à tout le monde, et en fait on comprend tout le monde. Et quand on voit la bande-annonce ou en écoutant le pitch que vous m'en avez fait juste avant, on parle voilà, d'accusations à tort. Et en fait, justement, je trouve que, à la différence de films comme La Chasse, par exemple, de Winterberg, où la jeune fille ment, et c'est comme ça que le film est traité, c'est juste sur la rumeur et c'est sur cette personne qui s'enlise. Là, en fait, et on le voit dans la bande-annonce, quand le personnage de Leslie est filmé, cette jeune fille ne ment pas. Et donc, on a un cas tout à fait particulier, parce que je pense qu'il est important de rappeler aujourd'hui qu'évidemment l'écrasante majorité des accusations sont justifiées et que c'est important de le répéter. Mais là, on a en effet un cas particulier où cette jeune fille a été heurtée par une remarque, par un dispositif. C'est sa perception en fait. C'est sa perception, elle a sa vérité, lui évidemment a la sienne. Et ce que j'aime chez ce personnage, c'est qu'il passe le film à traverser des états d'abord de sidération, d'incompréhension, et puis petit à petit il décortique et il comprend qu'en fait il a une part de responsabilité. Et le fait qu'il interroge cette culpabilité, cette responsabilité, je trouve que le film s'inscrit de toute façon dans ce mouvement de libération de la parole, de compréhension, et notamment au sein de l'école. Et vous ressortez comment de ce film? Parce que compte tenu de l'actualité, compte tenu de ce que ça peut générer aussi comme débat, comment vous en ressortez? Il y a plusieurs étapes. Il y a le tournage, et où je dois dire que peut-être que je ne me suis jamais senti autant habité d'un personnage que celui-là durant ce film. C'était assez condensé, on a tourné pendant 1 mois et demi. Et maintenant, on se rend compte que le film sort dans un timing très important, je crois, pour la libération de la parole des victimes, notamment dans mon milieu qui est celui du cinéma, et avec des prises de parole très fortes. Je pense évidemment à Judith Godrèche récemment. Et je trouve que c'est tant mieux, parce que à mon sens, en fait, le propos du film se conjugue très bien. Le mouvement de la libération de la parole des professeurs, celui des victimes, la question du recueil de la parole au sein de l'école, de l'écoute des victimes qui est bafouée dans ce film-là. Je trouve qu'on est en plein dedans. On va un petit peu faire machine arrière. Vous voulez bien vous installer dans le fauteuil très enveloppant à droite? Celui-là, là? Oui. Il me donne tellement envie. Ah, bah écoutez, il est pour vous. Je me suis dit, ah ouais. Il y a une télécommande à droite avec un bouton central qui marche en toutes circonstances. Je vous laisse appuyer. D'accord. J'appuie au milieu. En aparté, François Civil, let's go. Il n'y a pas d'autre solution. On prend les 4 kilos de bento, on les coupe en 12 et on les revend en détail, comme jadis. Ouais, à l'ancienne, quoi. Attends, tu veux faire des pochons de plus de 330 grammes? T'appelles ça du détail, toi? Qui t'a parlé de 330 grammes? Bah c'est toi, tu viens de me dire, on prend les 4 kilos, on les coupe en 12. Ça fait 333 grammes pour chaque part, voilà. Mais il veut pas dire en 12, abruti. Mais en 12, en the do, quoi. On l'aura compris. Bon, ta gueule. Enfin, au final, ça fait quand même 333 the do à fourguer en moins de 48 heures. Je sais pas où t'as vu ça, toi. T'as une meilleure idée? Ah, non. Ah, en 12! D'accord, ok. Ta gueule, ça va, Tim, putain. Oui, 12 grammes, c'est ça. Oui, bah ça va. Bah voilà, vous le dites pas, comment vous voulez que je... C'est... Bon, bref. Et oui, ça fait loin. 2011, c'est Ça bien fait le très loin. court-métrage Five et pas le Comment film. vous vous êtes procuré ça? Vous l'aviez jamais vu? Le court-métrage, si, je l'avais vu, mais il y a longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Bon, alors effectivement, 5 ans s'écoulent ensuite, c'est un long. Ouais. Et c'est à cette occasion, pour le cours, que vous rencontrez Igor Gottesman, le réalisateur. Vous le rencontrez, mais vous avez un gilet satiné, et je crois que ça aurait pu ne pas se faire entre vous, non? Ça, c'est Igor qui a dû balancer des choses. Ouais, je crois qu'il cherchait pour le personnage de Timothée un grand blond, qui avait rien à voir physiquement avec moi. Et je me pointe au Igor. Regardez comme il est beau, regard perçant. Je me pointe au casting, je sais pas pourquoi, je crois que je comprends mal le personnage avec un petit gilet de concertiste, ou alors c'était mon style à l'époque, ce qui est encore plus grave, mais soit. Et en fait, je sais pas, il y a c'est toujours dur de décrire ce qui se passe dans un début d'amitié, dans une alchimie, alors qu'on vient pas exactement du même endroit avec Igor, on n'a pas
tout à fait les mêmes références. Et pourtant, dans le jeu, dans la rigolade, on s'entend très bien et il finit par me confier ce rôle. Et dites-vous, François, c'est un petit Mowgli, un enfant sauvage. Il dégage une énergie incroyablement libre. C'est lui qui a décelé ce côté sauvage chez vous. C'est quoi ce côté sauvage? Mais de quoi il parle? Un petit Mowgli. Je sais pas. Non, je pense que c'est... À quoi il fait allusion? Je sais pas, c'est comme ça qu'il me voit. Hein. Une forme de sauvagerie. Non, mais dans mon besoin parfois de déconnecter, d'être dans la nature, de liberté, sans doute. Est-ce que ça peut faire référence à vos origines? Votre papa est d'origine tahitienne, si je ne fais pas erreur. En effet. Il y a quelque chose d'insulaire, forcément. Donc, il y a un lien chez vous? J'avais pas fait ce lien moi-même, mais écoutez, maintenant que vous le faites, je le trouve joli, en hommage à ma grand-mère. Donc, peut-être que ouais. Alors, il y a le film Five dans la foulée, la rencontre aussi avec Pierre Ninet, et puis vous embarquez, vous embarquez tout le monde, les directeurs de casting déjà, ils tombent sous le charme. Vous commencez à recevoir de plus en plus de scénarios à partir de là, non? Ça commence vraiment à se bousculer? En fait, c'est en ça qu'Igor a un peu changé mon parcours. C'est que déjà, je me rends compte qu'il y a des gens de ma génération qui ont plus ou moins mon âge, qui sont passionnés par ça vraiment et qui veulent bouffer le monde, quoi, et qui veulent créer, qui veulent écrire des scénarios, les filmer, être produits. Et je me dis, il y a quand même une force de vie à cet endroit-là qui me touche beaucoup. Là, moi, j'étais beaucoup plus en dilettante avant ça. Et je rencontre Pierre aussi au même moment. Et quand on fait ce film, leur passion, je dirais, déteint complètement sur moi. Et je me rends compte aussi de leur niveau d'exigence, même dans la comédie, qui est un genre un peu décrié par moment. En fait, ça demande... c'est de l'orfèvrerie, quoi. Donc voilà, je me greffe un petit peu à cette bande-là. Et on fait Five. Et c'est vrai qu'après Five, c'est la première fois que je reçois directement des scénarios. Et ça, c'est une bascule énorme, en fait, dans la carrière d'un acteur. Ça donne un peu le tournis. Comment on garde les pieds sur terre? À la fois, oui et non. C'est-à-dire que c'est une nouvelle problématique, je dirais, qui se pose. C'est celle de devoir faire des choix, en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, on est underdog. Quand on va à un casting, personne ne pense à nous et on se bat pour avoir le rôle et on fait une proposition pour le personnage et on est pris sur la base de ce qu'on a proposé. Quand on vous propose un scénario directement avec un personnage, parfois on rencontre le réalisateur, mais on fait pas d'essai. Donc déjà, il faut être capable de juger de si un scénario est bon ou pas, de si vraiment on a quelque chose à faire dans ce film ou pas, et parfois refuser. Et même, c'est une pression supplémentaire d'avoir la confiance directe d'un réalisateur par rapport à notre travail passé. Donc ça, bizarrement, moi, j'étais presque moins à l'aise avec ce luxe-là qu'avec le côté, je vais juste essayer d'en découdre avec l'exercice ingrat qu'est le casting pour avoir le rôle. Donc il y a ça, mais par contre, ça arrive quand j'ai 25 ans et j'ai commencé quand même à faire des films quand j'en avais 14. Donc il y a quand même 10 ans où j'ai fait des projets quand même plus ou moins excitants, plus ou moins intéressants, certains qui m'ont vraiment éclairé et d'autres où c'était un peu plus pour avoir un revenu et pour continuer à faire ce métier. Je peux même les citer, mais quand je fais Louis la Brocante, je le fais pour acquérir de l'expérience, mais pas parce que je me dis que artistiquement ça va être extraordinaire. Quand je fais la série PJ, même si j'apprends beaucoup, pareil. Donc j'ai fait plein de courts-métrages, de téléfilms, voilà. Et donc, évidemment, tout ça, ça donne une ossature. Il y a évidemment ces deux amis dont on parlait pour Five et le retour, parce que vous allez vous retrouver pour la très attendue série Fiasco, qui sera présentée au Festival Cannes Série en avril, et puis disponible sur Netflix à la fin du même mois. Ce sera quoi votre rôle et est-ce que vous pouvez nous livrer 2-3 petits secrets? Oui, alors je ne sais pas exactement ce que je peux dire encore, mais le pitch est assez simple. C'est Pierre Ninet qui joue un personnage qui s'appelle Raphaël Valande, qui est réalisateur et qui veut réaliser le film de ses rêves sur l'histoire de sa grand-mère qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout le tournage part complètement à volo. Alors déjà, son concept, il est un peu alambiqué, c'est-à-dire qu'à travers ce personnage de sa grand-mère, il traverse les époques. Donc je pense que c'est un moyen aussi pour la comédie d'apparaître à des époques vikings, par exemple. Cette photo est complètement folle. La tête de Pierre me régale. Bon, ça promet. Ouais, ça promet. Non, franchement, franche partie de rigolade. J'ai découvert la série il y a quelques jours là et je crois que voilà. Bon, alors on attend ça avec impatience, bien sûr. En attendant, on regarde une nouvelle image. C'est vous qui appuyez sur le bouton? Oui, pardon. D'ailleurs, accessoirement, je sais pas si tu sais, mais maman est morte. Hein.
Il y a 5 ans. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais appelé pour que tu viennes, mais monsieur était trop occupé, je sais pas où, en Australie, là. Monsieur n'a pas daigné venir. Ou même répondre, hein, ça aurait été quand même... Tu cherches quoi, là? Jérémy. Quoi, Jérémy? Toi, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? T'es sérieuse, là? Lui, il débarque comme une fleur et nous, on est censé... Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient... Quoi? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Je connais rien de ta vie, je sais pas où tu vis, je sais pas avec qui, je sais même pas ce que tu fais. Depuis la mort de maman, on a eu 0 nouvelles. C'était un moment compliqué pour moi aussi, c'est clair? C'était un moment compliqué. Putain, on a enterré maman, genre t'étais même pas là, tu te rends compte ou pas? Ah, c'est douloureux de se voir. Ah, c'est vrai? Ah ouais, waouh. Déjà dans le court-métrage 5, mais là, bon. Ouais. Bon, alors on en parle et on regarde moins, mais Non, mais qu'est-ce oui. qu'on se dit? On se dit qu'on est en 2017, que vous incarnez le Benjamin de la fratrie formé par Cédric Clapiche pour le film Ceux qui nous lient. On est là dans les vignes bourguignonnes. Elle est belle cette photo. Ouais, elle est belle cette photo. Vos partenaires, Pio, Anna Girardot, Pio Marmaille, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas anodin ces vignes bourguignonnes. Je crois que vous avez passé 1 an au plus près des vignerons, à voir l'impact des saisons sur leur métier. Vous aviez besoin de vous imprégner. Qu'est-ce qu'il vous a appris ce tournage? Parce qu'il est relié aussi à votre histoire personnelle, à votre grand-père. Oui, il se trouve que mes grands-parents, mes grands-parents du côté de ma maman, ont un domaine de vin, du coup qui est encore dans la famille, mais en Côte-du-Rhône, un peu plus au sud, à Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est un petit domaine familial, un peu à la manière de celui qu'a la fratrie du film de Cédric. Donc ouais, il y avait plein d'heureuses coïncidences, similitudes entre ce qui traverse dans le film et ce à quoi a été confrontée ma mère, par exemple, au moment de la succession. Donc forcément, ça me touchait particulièrement. Et après, ce film-là, quand même, pour plein de raisons, je le porte dans mon cœur. Déjà parce que c'est la première fois véritablement que je travaille avec Cédric Clapiche, que j'aime énormément, dont j'aime énormément le cinéma depuis très longtemps. Vous l'aviez choisi comme parrain hein, quand vous êtes prénommé. Ouais, voilà, on a toute une histoire du meilleur espoir, ouais. d'événements un peu loupés où j'arrivais tellement j'étais impressionné, j'arrivais pas à lui parler à cette soirée-là. Il est là, Cédric. J'arrivais pas à lui parler à cette soirée. Ensuite, il m'a casté dans 10%, mais en fait, on s'est pas croisés parce que les épisodes qu'il réalisait, j'étais pas dedans. Donc acte manqué encore une fois, et on s'est vraiment rencontrés sur ce film-là. Et je me souviens que j'hallucinais. Parfois, j'étais pas dans la scène, mais j'étais sur le plateau et je le regardais lui au combo diriger les acteurs, et je le regardais comme ça. Je me disais mais c'est Cédric Clapiche. Et ensuite, je vais rentrer en scène et c'est moi qui va diriger. Enfin, il y avait un truc très bizarre où j'ai eu l'immense chance de faire plusieurs films avec lui. Ça, c'est une vraie satisfaction. La satisfaction, c'est aussi d'avoir reconquis le cœur du public. Depuis 5 ans, les succès, c'est Le Chant du Loup, Mon Inconnu, Bac Nord, encore Les Trois Mousquetaires et j'en passe. Succès, exposition maximum aussi. Comment on fait pour garder un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Un équilibre sain, c'est difficile. Parce que tout est... C'est drôle, ça. Ah oui, il y a tout qui défile. Franck. Film que j'adore, je fais pas grand chose dedans, mais très bon film. Pardon, je regardais sa fiche passer, je me dis, c'est vrai que j'ai quand même travaillé. Non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, je tourne beaucoup, parfois pas du tout. Donc, c'est l'occasion, quand on tourne pas, de se retrouver, de s'aérer, de faire autre chose, de se nourrir d'autres choses pour revenir, j'espère, un peu rempli, avec des choses à raconter. Donc non, il y a ça. Le seul truc qui change un petit peu avec la liste des films dont vous avez parlé, c'est qu'il y a une notoriété qui grandit, et donc du coup, mon rapport à la ville, par exemple, change un petit peu. Ou quand je sors, dans la journée, on me reconnaît. Alors même si à chaque fois les échanges sont tout à fait agréables, moi c'est quelque chose qui peut parfois me peser un tout petit peu, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup quand même. J'aimais mon anonymat, et on fait un métier justement où c'est important d'observer les gens vivre, et j'ai l'impression de pouvoir le faire de moins en moins, ce qui est un peu dommage, mais non, sinon, écoutez, à chaque fois que je me retrouve sur un plateau, c'est un peu niais, mais j'ai l'impression que c'est là que je dois être, quoi. Vous êtes à votre place. Alors, à votre place aussi, je suis sûre que c'est derrière le piano, parce que vous êtes musicien, vous avez fredonné en passant la porte. Il vous tend les bras, il est là rien que pour vous. Est-ce que vous voulez bien? Non, mais... Je suis pas vraiment musicien, hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la musique, j'en fais un petit peu. Oui, ça me tente, hein, je veux bien essayer, mais bon, je ne sais même pas quoi jouer.
Je suis timide. En fait, c'est vrai que la musique, c'est tellement mon endroit secret que du coup, là, je suis dans une ambivalence où à la fois je suis tout seul dans un appartement, mais j'ai quand même un peu conscience que je suis filmé, que des gens vont le voir, donc je suis pas non plus tout à fait tout seul. Est-ce qu'on a... Ah, ça c'est pour Gilles, ça c'est une dédicace à Gilles, ça. Gilles Lelouch. C'est Year of the Cat, un morceau qu'on aime bien tous les deux. Mélodieux. Ouais. Mais c'est vrai que généralement, je joue avec des gens en fait. Donc je suis pas un très bon instrumentiste, je suis tout court. Vous voulez qu'on chante, c'est ça? Mais On oui, vous accompagne. il faudrait chanter avec moi. Mais je connais pas vraiment de morceaux où ça chante. Qu'est-ce qu'on peut jouer Ah si, ça chante ça. It's a little bit funny. This feeling inside. Alors attendez, on recommence. On est comme ça. Je sais plus comment c'est. It's a little bit funny. This feeling inside. Vous me faites chanter, c'est exceptionnel. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we just could live. But you can tell everybody this is your song. Maybe quite simple, J'aime bien, je vous entends dans mon oreille. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put that in words. Bon voilà, hein. Merci. Petite parenthèse musicale. Merci infiniment. Alors, pour vous remercier, évidemment, on a pensé à une petite chose dans l'angle du canapé, parce que Le vous canapé valez central, bien. là. Ouais. Alors déjà, il y a une petite mission, une autre, hein, j'ai envie de dire. Mais je L'appareil suis bien photo. là, je commence à être bien là. Là, c'est le moment, voilà, j'ai joué un petit morceau de piano. Ouh, j'ai eu chaud. Je commence à être bien. Ah, l'album de Jacques. Comme si j'en parlais pas assez, j'adore. Harry Gruyart. La photo, Crowdson, bah oui. ça c'est votre ADN. Et Ah, la c'est photo ça. argentique aussi. Oui, photo argentique Photo essentiellement argentique, pour moi. hein, je précise. Hein. Ouais. Alors là, on a un appareil photo. Alors c'est pas de l'argentique, mais vous pouvez le tester quand même si vous voulez bien me laisser un petit souvenir de vous. Ah bah, avec grand le plaisir. bouton rouge vous fait face. Il faut appuyer sur le bouton rouge en le mettant face à vous. Ah oui, je prends un selfie Polaroid. Ouais. C'est ça que je dois faire. C'est ça. Alors attendez, est-ce qu'on prend le fond un peu Tadao Andesque ou est-ce qu'on se fait un truc un peu de profondeur de champ? Allons savoir. Allez, ça sera très bien. On est prêt? On est prêt. Je Il sais va pas, falloir regardez, appuyer il y a plein de 2-3 trucs. fois. Hein. Ah, c'est vrai? Parfois, il est grincheux. Il démarre pas. Attendez, vous me piégez là, c'est pour avoir Non, un moment de je vous gêne. Du coup, je suis en train de parler. Non, c'est comme ça, c'est Magnifique. Et Voilà. là, quoi, faut que je Et tire alors ça. lui, il va sécher. Alors posez-le parce que je vous raconte pas. Il faut qu'il prenne son temps pour sécher, etc., etc. En J'adore. attendant, vous pouvez ouvrir le paquet. Mais attendez, c'est quoi? C'est un cadeau carrément? C'est pour boucler un peu la boucle. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Je pourrais parler de mousqueton, tout ça, tout ça. Oh. Un sac de magnésie et une bande dessinée que je connais. Catherine Destivelle, légende de l'escalade française. Bah merci beaucoup. C'est un cadeau que vous me faites, c'est ça? Ou il faut que je lise la BD, que je la décrive en audio description à tout le monde? Vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Magnifique. En tout cas, vous êtes parés. Vous êtes parés pour revenir. Bah avec surtout, plaisir. hein, franchement. Pour plonger un peu plus profond. Bah écoutez, avec joie, c'était vraiment une grande réjouissance de vous avoir ici. Bah je vous remercie, j'étais ravi de venir. Je vous raccompagne avec ma voix jusqu'à la porte Ah c'est ça, d'entrée. je m'en vais, je m'étais installé moi. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse le Polaroid? Bah oui, c'est pour vous, je vais pas afficher un selfie chez moi. Bah merci. Hein. Merci à vous et évidemment on vous retrouve dans les salles avec Bye ce bye. très grand film Pas de vagues. Merci à vous. Merci. Et là on va se rencontrer dans la vraie vie. C'est ça l'idée?